Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. La grande interrogation du jour, affaire d'otage d'Arlit arrive à mis en examen. Et pour nous, nous posons la question, responsable, mais pas coupable, comme d'habitude? Eh bien, allons-y. Arriva a donc été mis en examen le lundi 30 mai 2022 pour blessure involontaire dans l'affaire des otages d'Arlit. Une information révélée jeudi par l'AFP et surtout par les journaux français. On parle bien sûr de Le Parisien aujourd'hui en France. 5 Français, un Malgache et un Togolais avaient été enlevés au Niger. C'était en 2010. Il faut bien qu'on vous connaisse pour que vous compreniez un peu l'histoire. Par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Avant d'être relâchés 5 mois plus tard pour 3 d'entre eux. En 2013, pour les 4 autres. Le géant français du nucléaire, qui s'appelle désormais Orano, a commis plusieurs fautes selon le juge d'instruction antiterroriste et il est en partie responsable de cet enlèvement, nous dit-on jusque-là. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis 2009, les enlèvements d'occidentaux au Niger et les menaces d'AQMI contre les intérêts français s'étaient multipliés, mais arrivent à sous-estimer le risque terroriste. Estime d'ailleurs le juge d'instruction en charge du dossier depuis 2013. Eh bien, le géant français du nucléaire n'a pas protégé correctement ses employés qui vivaient sur place. Et ce, malgré les multiples avertissements concernant la menace d'attentat, souligne encore, on va le dire ainsi, le magistrat. Eh bien, les services de renseignement français avaient tiré la sonnette d'alarme et dès 2008, l'attaché de défense de l'ambassade de France avait pointé du doigt la sécurité défaillante du site d'Arlit. Les logements notamment étaient surveillés par des Touaregs, employés de sociétés privées non armées. Aucun système d'alerte ni base de repli n'était prévu en cas de problème, nous dit-on. Arriva de son côté affirme que son dispositif de sécurité était solide. C'est sa mise en œuvre qui a été défaillante. Voilà ce qu'a expliqué sa directrice juridique lors de son interrogatoire. Elle a également confirmé qu'Arriva, devenu Orano aujourd'hui, et Vinci, l'un de ses sous-traitants, ont versé plus de 42 millions d'euros pour faire libérer les otages. Eh bien, le groupe n'a pas souhaité faire de commentaires sur sa mise en examen. Voilà pourquoi nous nous interrogeons au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste. Affaire d'otage d'Arlit arrive à mise en examen, responsable mais pas coupable. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Bertrand Tatinda. Il est panafricaniste de la première heure. Il est avec nous ce matin. Bertrand Tatinda, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngor. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Je suis content d'être là pour ce sujet éminemment important, mais oui, qui pour moi résonne comme une véritable grosse farce. Justement, vous parlez de farce. Cette affaire, jusqu'à preuve de contraire, c'est un juge d'instruction du côté de la France qui déclare Orano, pour ne pas dire Arriva, coupable de blessures involontaires sur ses ex-employés qui travaillaient pour lui. Et d'ailleurs, eh bien, cette entreprise nous dit qu'elle a payé des millions d'euros pour libérer ses otages. Monsieur Ngos, il fait son travail, ce juge d'instruction. Il fait son travail. Il y a de braves juges d'instruction en France. Oui. Madame Eva Joly a été une juge d'instruction qui a cru qu'elle pouvait s'attaquer à la corruption en France. Elle y a mis le cœur, comme on dit au Cameroun. Elle a été stoppée par des hommes politiques qui vont lui demander, madame, il faut arrêter un certain nombre d'enquêtes. Quand elle va insister, oui, elle va se dire que non, c'est pas possible. Je veux vivre dans un monde de bonnes personnes. La corruption, c'est pas bien. Je veux pas que la France soit un pays corrompu. On va la dessaisir. Monsieur François Mitterrand était passé le maître dans l'art de dessaisir les juges. Il avertissait les juges. Vous ne pas, il vous dessaisissez. Ou bien vous brandissez raison d'État. Quand en France, on vous brandit raison d'État, c'est pour vous dire stop. Vous ne voulez pas qu'on vous affecte au parquet des enquêtes de Douai, ou de Valenciennes, ou du Tarn-et-Garonne, ou de Narbonne et Carcassonne. Voilà. Vous êtes affecté, c'est la France, allez travailler là-bas. Voilà. Donc, ça, il fait son travail, ce juge. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que Arriva, c'est la France. Arriva se retrouve pas au Niger parce qu'il y a un PDG, il y a un conseil d'administration qui allait négocier au Niger. Ce sont les accords de coopération. Dans ce qu'on met coopération, les Africains doivent comprendre dans ce qui est coopération. Base militaire, CFA, assassinat, coup d'État, communication impérialiste, RFI. Nous l'avions débattu il y a quelques heures. C'est ça, pour la France, la coopération. Exact. Parce qu'il était question de vous donner une indépendance dans un enclos. Et c'est ça qui a été la célèbre phrase de
du Premier ministre à l'époque de Guinée de dire « Je préfère être pauvre dans ma liberté qu'avoir l'opulence en prison ». Monsieur Sékou Touré. De Gaulle était devant De Gaulle, slave d'applaudissements. Parce que pour De Gaulle, oui, vous voulez l'indépendance, pas de problème. Mais, sauf que vous devez être indépendant dans ce qu'il appelait l'Union française. Or, l'Union française, c'était quoi? C'était la terre coloniale française. Soyez indépendant dans ma terre coloniale. Sortez de la maison, mais sortez pas du quartier. Vous pouvez porter un pantalon tout neuf. Vous vous appelez Monsieur Ngoss, Jocelyn, vous tournez dans le quartier, mais n'allez surtout pas au-delà du quartier sans une autorisation de ma propre personne. Donc, voilà ce qui installe Areva au Niger. Et quoi qu'on dise, il y a un nombre résiduel de Nigériens qui n'ont jamais accepté la présence d'Areva. Parole panafricaniste aidant, expliquant les enjeux aujourd'hui, de plus en plus, la jeunesse nigérienne n'accepte pas Areva. Au point où on peut comprendre que les enfants du Niger, que nous appelons des résistants, qui ont le droit de dire qu'il n'est pas question que cette richesse souveraine soit bradée, vendue, volée de cette façon. Regardez notre état de misère. La même revendication des enfants du Maine au Nigeria. Quand ils s'attaquent au pipeline de Exxon et de Chevron, nous pouvons les comprendre. D'ailleurs, ce sont nos amis. Nous les appelons pas terroristes, ce sont nos amis, ce sont nos jeunes petits frères, nous appelons les résistants, des panafricanistes convaincus. Eh bien, ils s'y trouvent ça, que eux, ils appellent les terroristes. Mais, sauf que le débat de fond, c'est comment est négocié les contrats d'Areva et la présence d'Areva. Mais il y a des chefs d'État qui ont été dans cette histoire. Vous avez quelqu'un comme M. Amani Toumani Touré, qui sait carrément, qui est parti de sa posture de chef d'État, avec tous les problèmes qu'avait son pays, pour être agent de liaison entre ceux que la France appelle aujourd'hui djihadistes, c'était ses amis. Donc, palabre entre amis d'hier et le personnel d'Areva, qui est la France, et des contrats dont on ne voit jamais. Une façon de résoudre ce problème, c'est de brandir les contrats et dire, peuple nigérien, nous sommes chez vous en bonne coopération. C'est du gagnant-gagnant. Peuple africain, terroriste, lisez les contrats. Vous nous dites où il y a problème. Ça résout le problème à 80%. Avec tout le niveau de relation que j'ai, tous les amitiés qu'on a, Monsieur Ngoss, j'ai jamais pu avoir la totalité des contrats qui existent entre la France et le Niger. Le dernier contrat signé avec la Chine au Cameroun, Sinosteel, ce contrat de fer, c'est 13 pages de lait. Aujourd'hui même, le code minier demande, à part quelques résolutions d'ordre stratégique qui sont confidentielles, mais la question et les questions financières sont rendues publiques. Qui peut nous dire à combien Areva achète la tonne d'uranium au Niger? Voilà le débat. Voilà la question fondamentale. Et c'est ce prix-là qui peut être juge de paix. Mais vous parlez de quoi? Ce juge, je ne sais pas que c'est l'État français qui a entretenu des fois de façon informelle ces terroristes pour sécuriser Areva et que peut-être aujourd'hui les deals ne tiennent plus. Ce juge, je ne sais pas que les responsables de Areva traitent directement avec ce qu'on va appeler la DGSE. Ce juge ne sait pas que la négociation des otages est menée par des responsables des services secrets français. L'ambassadeur de France est mis de côté. Le Premier ministre français est mis de côté. Donc vous avez le ministre de l'Intérieur qui gère, qui est le patron quelque part des services secrets français, qui traite directement avec le président de la République, avec l'Élysée. Ça passe souvent par le secrétariat général de l'Élysée. Et en contact direct sur le terrain avec certains de nos chefs d'État qui sont devenus des agents de liaison. Eux, ils se battent contre les terroristes, mais ils vont au-devant des terroristes pour négocier la libération d'otages. C'est des deals mafieux qui ne tiennent pas. Ça tient toujours dans les cartels, monsieur Ngoss. Les numéros 2 des cartels sont souvent abattus. Le numéro 1 est abattu. Par qui? Par son numéro 2, qui veut prendre le contrôle du cartel. Mais on est là en plein cartel. Le pauvre juge, on lui donne juste l'espace où il faut enquêter. Est-ce qu'il est arrivé au Niger? Pour véritablement enquêter dans cette affaire, mais vous venez au Niger. Vous lisez même les contrats, vous rendez les contrats publics. Vous rencontrez les responsables sécuritaires du Niger et dire que bon, Areva est installé ici. Est-ce qu'il y a un accord de sécurité sur Areva? Parce que c'est ce qui est dit. C'est-à-dire que Areva se défend et dit que non, l'État nigérien devait prendre aussi une partie de la sécurité. La sécurité n'est pas très bien assurée. Mais il faut lire les contrats. Un contrat comme cela a aussi un volet sécuritaire. Qui doit assurer la sécurité? Pourquoi la sécurité? Or, Areva parle de l'armée malienne qui devait assurer la sécurité. Donc, vous voyez que dans les missions même de nos armées ne sont forcément pas
seulement d'assurer la sécurité de nos institutions et de nos territoires, et doivent aussi assurer la sécurité des multinationales. Mais moi, je ne croyais pas que c'était ça que devait être la mission d'une partie des forces de sécurité nigériennes. Donc on est dans une histoire où le juge enquête là où il veut enquêter. En fait, il y a un chiffre, 42 millions d'euros qui étaient payés comme rançon. Mais je croyais que la France ne payait pas de rançon. La version officielle en France, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, nous ne payons pas de rançon. Vous savez, Xi Jinping ne paye pas de rançon. Oui. Vous prenez un Chinois en otage, Xi Jinping vous dit, j'ai 1,5 milliard de compatriotes, tuez-le. Algérie ne paye pas de rançon. Ça a été un accord dans ce qu'on va appeler la loi de concorde civile, voté au référendum avec M. Bouteflika. Alger, vous prenez des otages, que fait l'armée algérienne? Elle rase le bâtiment. C'est-à-dire qu'elle efface le terroriste et l'otage. Elle va présenter les excuses à la famille. Voilà la position d'Alger. Ne vous attaquez pas à nos intérêts fondamentaux, c'est-à-dire les intérêts pétroliers d'Alger. Parce que l'économie algérienne repose sur son industrie énergétique, le pétrole et le gaz. Donc Alger, Dieu terroriste, je ne négocierai pas avec vous. Je préfère faire tuer 100 Algériens, quitte à éliminer un terroriste qui les retient en otage, mais avoir ma paix. Mais la France paye et négocie. Monsieur Ngoss, on paye avec quelqu'un avec qui on a souvent parlé, on a souvent négocié, on s'est souvent vu. Et quand on a des problèmes, on négocie. On va dans une farce d'expliquer que je ne négocie pas, je ne paye pas, mais on sort 42 millions d'euros. Quand vous payez 42 millions d'euros au marché noir, monsieur Ngoss, en Yougoslavie, aujourd'hui en Ukraine, dans ce que j'appelle l'Europe de l'Est, vous avez de l'armement lourd. Et ça crée des équilibres de force. Donc, ça peut même être une façon pour la France de déstabiliser un certain nombre de pouvoirs en payant les rançons et subitement en devenant amis des djihadistes. Quand Paris donne 42 milliards d'euros aux djihadistes, ils sont encore ennemis. On a fait affaire. Les djihadistes chablent le champagne. Ils ont encaissé de l'argent. Paris est content, on a de nouveaux partenaires. Le djihadiste, l'islamiste devient le partenaire. Il devient l'agent de liaison, mais il peut être utilisé aussi pour déstabiliser M. ATT. Il peut être utilisé aussi pour déstabiliser le Mali. Il peut être utilisé parce que c'est un partenaire avec qui on a négocié dans la libération d'otages et on a donné de l'argent. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends cette affaire. Il n'y a pas... nous, M. Ngoss, les panafricanistes sont des gens de cœur. Il s'agissait quand même des vies humaines. Ces pauvres employés, c'est ce que j'appelle souvent les dindons de la farce. Ils sont employés à Ereva. Ils se battent pour avoir un petit salaire, nourrir leur famille en France. Ils n'ont rien à voir aux intérêts qui sont largement au-dessus de leur tête. Moi, je priais chaque jour qu'ils soient libérés. L'Afrique ne doit pas être un tombeau de gens qui viennent travailler avec nous. Je souhaiterais jamais qu'au Cameroun, il y ait un mouvement au nom d'une quelconque lutte qui s'attaque aux étrangers qui vivent au Cameroun. Jamais de la vie. Mais ceux-là, c'était les pauvres. D'ailleurs, les familles ont toujours demandé que leur soit raconté véritablement le fil de la libération de leur fils, que la France n'a jamais fait. Justement, je reste justement sur votre mot, la farce. Jusqu'à preuve de contraire, ce juge d'instruction qui parle justement de ce problème de la mise en examen de Areva, pour ne pas dire Orano. Il y a également un autre scandale du côté justement de la mine d'Arlit, c'est un scandale environnemental et de la discrimination sanitaire. Jusque-là, Orano, pour ne pas dire Areva, vit le crime parfait, mais il n'y a aucun juge d'instruction qui sort pour faire une enquête. C'est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, la pollution à une certaine échelle est un crime contre l'humanité. Il y a un tribunal aux Pays-Bas qui s'est prononcé sur la pollution des compagnies pétrolières dans le sud du Nigeria, dans le Mende. Vous savez à combien ils ont condamné les majors américaines? Exxon en tête, 5 milliards de dollars. Donc 5 milliards de dollars, c'est seulement l'argent que ce tribunal demande à Exxon de mettre sur la table pour dépolluer le sud du Nigeria. Et le tribunal a dit qu'il statuera sur les dommages et intérêts. On peut estimer que les dommages et intérêts peuvent être 10 fois plus, pratiquement 50 milliards de dollars. Oui. Les majors américains ne veulent pas s'y plier. C'est pratiquement la même chose. Quand moi je regarde le nord du Niger, au-delà de l'injustice, M. Ngoss, de voir la richesse souveraine de ce pays être pillée de cette façon, moi, je m'interroge sur des problèmes d'ordre sanitaire que ce pays va rencontrer plus tard. Il y en a déjà. J'ai étudié l'atome.
J'ai étudié l'atome d'uranium. J'ai étudié l'atome d'uranium enrichi. J'ai étudié les poussières d'uranium. C'est incroyable. Les durées de vie des particules radioactives, c'est-à-dire que le temps qu'elles disparaissent, c'est de l'ordre de 10 000 ans. Ça veut dire que jusqu'à l'infini, il y aura du mal à dépolluer cette histoire. Il vaut mieux même encore, si je peux m'exprimer ainsi, la pollution pétrolière. C'est la poussière jaune quand même. Une nuée de poussière jaune. Mais c'est incroyable. Mais là, je vais vous surprendre. C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Si les Africains ne veulent pas prendre leurs responsabilités, il y a eu la dernière réunion à Malabo la semaine dernière, la réunion des présidents de l'Union africaine. Ils ont parlé du blabla, le terrorisme, mais ils n'ont pas parlé des questions de pollution qui deviennent des questions terribles de santé publique de nos populations. Vous croyez que c'est plus à l'échelle d'un pays comme le Niger? Le Niger ne peut pas affronter. Je vous ai expliqué que Washington et Paris sont aujourd'hui alliés contre les amis de Poutine. Mais le retour du bâton de la guerre ukrainienne arrive. C'est pour ça, monsieur Ngoz, je vais vous donner une information. Le prix de la tonne de l'acier ne s'est jamais aussi bien porté. Chaque pays s'arme. Et l'acier, c'est la matière première fondamentale dans l'industrie d'armement. Donc, le porte très bien. Et Pékin et Moscou essayent de pouvoir prendre le contrôle de tous les pays producteurs de fer. Voilà pourquoi même ce minerai de fer faiblement enrichi à 33%, Pékin a mis de l'argent là-dessus. Je peux vous dire que ça ne sera pas très rentable pour Pékin. Mais pour Pékin, ce n'est pas la rentabilité. C'est de dire que celui-là, au moins, je le contrôle. Je le contrôle. À partir de là, je l'enrichis à 60%. Le cours se porte bien parce que la Russie, la Chine et l'Inde, à eux seuls, peuvent maintenir le coût ou peuvent ficher les coûts. Voilà l'enjeu fondamental. Mais dans une histoire comme celle-là. Mais Paris, puisque Washington aussi utilise des centrales nucléaires, Paris peut dire que moi, je veux donner la matière fissile. Parce que la centrale nucléaire ne vaut rien, ça, la matière fissile. C'est la matière fissile. C'est ça, la centrale nucléaire. Tout le monde a la technologie nucléaire. Le Brésil, même aujourd'hui, fabrique des centrales nucléaires. La Russie. Mais pourquoi la France a toujours eu une légère longueur d'avance au point d'exporter les centrales nucléaires en Chine? Parce qu'elle a la matière fissile. Parce qu'elle contrôle la mine d'uranium. Et quand tu contrôles la mine d'uranium, elle peut dealer avec Washington et dire, comme vous avez des centrales nucléaires, il y a cet enjeu de relancer l'industrie militaire. Ça consomme énormément d'énergie. Et bien Washington, dans cette histoire au Niger, nous allons faire partenariat gagnant-gagnant. Nous vous donnerons la matière fissile. Et Paris pille la matière, pollue, intoxique, cancérise l'Afrique. Et nous on regarde. Une histoire comme celle-là, c'est à l'échelle de l'Union africaine, des peuples, des États, de nos partenaires géostratégiques, de dire qu'ici, il y a crime contre l'humanité et de mettre sur pied un tribunal pénal environnemental. Mais monsieur, voilà les questions de fond. Finalement, c'est le mutisme total. C'est le mutisme total, mon très cher Fengo. C'est la larme aux yeux de nous, les panafricanistes. Parce qu'on regarde un pouvoir comme celui du Niger. Quand ils sont partis du Mali, avec le désaccord sur la coopération militaire, ils sont allés où? Le matériel est au Niger. Les populations, d'ailleurs, je ne vous cache pas, les responsables des forces de sécurité du Niger nous ont écrit et dire que nous ne sommes pas d'accord. Il y a eu à un moment donné beaucoup de bruit autour de la présence du Niger. On vient d'exclure, de radier certains officiers de l'armée du Niger. Ça a été les prémices qui ont amené le coup d'État au Burkina Faso. Quand Roch-Marc Kaboré a eu l'information que ça n'allait plus bien dans la troupe, on va lui donner de nouvelles que des réunions séditieuses se tiennent, il va radier un certain nombre de colonels, ça a amené le coup d'État. Donc nous sommes convaincus même, c'est pas qu'on le souhaite, mais le pouvoir du Niger, personne ne nous donne la garantie, M. Ngoz, que ce pouvoir sera encore en place en décembre. Personne, vous n'en avez pas la garantie. Mais voilà les enjeux de l'heure, les enjeux terribles. Non seulement le pouvoir nigérien ne vous dit pas à combien on achète la tonne d'uranium. Paris ne vous dit pas. Personne ne s'y intéresse, mais vous avez ça, ce crime contre l'humanité. 130 000 tonnes rien que pour l'année 2016. Rien que pour l'année 2016. Or, prenez les indicateurs économiques du pays. Monsieur Ngoz, c'est parmi les pays les plus pauvres. Vous êtes à 3 km à la ronde de cette mine. Il n'y a pas d'électricité. Retapez Google, vous voyez les capacités énergétiques nigériennes. La France aurait même pu dire par comment je vais dire, mais amour, par reconnaissance. Nous allons vous doter d'une centrale nucléaire et nous allons faire le traitement des déchets. Parce que c'est ça aussi. Parce que moi, je soupçonne, M. Ngoz, que la France peut prendre de l'uranium et enterrer les déchets. C'est un problème, les déchets. C'est ce qu'ils font justement, Bertrand Zatinda.
Aussi au vu de tout le monde. Aussi au vu de tout le Sans monde. que les autorités nigériennes ne disent non. Et c'est pour ça que Paris n'a que des mots flatteurs en l'état des pouvoirs nigériens. Monsieur Issoufou, il est présenté comme le démocrate. Il a fait 2 mandats, mais 2 mandats de pacotille. Que vos 2 mandats quand vous bradez votre pays au point de vendre la santé des Nigériens. Au point de vendre la santé de... Vous êtes une petite personne, par respect pour votre chaîne, je ne veux pas employer certains vocabulaires. Vous êtes une petite personne. C'est honteux, c'est une honte. Et je l'ai souvent dit sur les plateaux de télévision, monsieur Ngoz. Moi-même aussi, je me sens être comme quelqu'un de petite vertu. Parce que nous sommes le seul continent au monde où ça se fait encore. Ça ne se fait nulle part autre au monde. J'ai regardé, même en Amérique latine. Regardez en Birmanie. Comment ils ont viré une femme qui a voulu trop se rapprocher de la Grande-Bretagne et mettre, c'est-à-dire en balance, en danger les intérêts de la Birmanie. Non seulement ils l'ont destituée, ils ont arrêté les manifs, elle est passée au tribunal. Elle a été, premier jugement, elle a été condamnée pour corruption, détournement de deniers publics. Vous voyez, le colonel Goïta essaye, il se bat de le faire. Mais regardez même l'environnement hostile autour de lui. Qu'est-ce qu'il a comme la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire décide de porter des résolutions qui violent les textes fondateurs de la CEDEAO pour asphyxier le Mali. Regardez la réaction du Niger. Regardez la réaction. Même nos amis Boari, le président Boari, certes, lui, il est affaibli par l'état de santé. C'est quand même une puissance géopolitique, le Nigeria. C'est 454 milliards de dollars de produit intérieur brut. C'est le premier produit intérieur brut africain. La CEDEAO, c'est le Nigeria. C'est 75% du chiffre d'affaires de la CEDEAO. Donc Boari peut dire arrêtez ça, arrêtez ça. On va aller dans une négociation bilatérale avec nos frères maliens. Tout ce cirque s'arrête. Mais même le Nigeria est domestiqué. Même le Nigeria est domestiqué. Vous savez, c'est un pays aussi dont la gestion financière, les rapports entre les groupes armés, Boko Haram, l'État, certains gouverneurs, c'est compliqué. Ce sont nos amis, le Nigeria. C'est le premier partenaire économique du Cameroun. Nous sommes dans les alliances militaires, M. Ngoz, vous le savez, la force multinationale mixte. Mais regardez le comportement du Nigeria face à cette injustice. Donc des questions comme ça au sein de la CEDEAO, c'est le grand frère nigérien qui devait dire que, question de pollution, on va en parler un peu. Ces contrats-là disent quoi? Parce que dans les contrats camerounais, vous êtes obligé immédiatement de dépolluer. Dans le contrat avec Sinostyle, le chinois, il doit rembler les trous et dépolluer. La non-dépollution met fin de façon unilatérale au contrat. Et nous serons, Monsieur Ngor, nous à notre niveau, moi, Monsieur Tatinda, je veux contrôler cette histoire. C'est-à-dire que quand les Chinois vont lancer l'exploitation, j'irai à la Lobé, c'est à Kribi, j'ai de grands amis, mais j'irai. Si les trous ne sont pas remblés après le passage des Chinois sur l'exportation du fer. Mais je ferai tout pour que vous posez le problème ici. On saisira qui de droit. Nous allons faire un random pas possible pour mettre fin et faire arrêter le contrat. Mais regardez la France, depuis qu'on en parle, qui bouge, qui bouge. Ils ont fait assassiner, égorger, destituer, chasser des chefs d'État. Voilà les questions de fond. Donc quand je le dis souvent, je ne déteste pas la France. Les pauvres gilets jaunes, ils vivent le martyre. Vous avez les mondialistes qui, 15% de familles françaises qui ont 85% de patrimoine. Ils ont 1500 € en moyenne de salaire. Ils ont du mal à boucler les fins de mois. Ils sont étranglés par les impôts. Ils nous comprennent. Près d'une dizaine de jeunes nous ont écrit. Ont écrit à notre parti politique. Nous ont invités en France. Nous ont même demandé de faire ce qu'on peut appeler des échanges d'idées, de discuter des stratégies communes. Parce qu'ils nous ont dit, on vit vos problèmes. Nous sommes écrasés par ceux qui vous écrasent en Afrique. C'est une multinationale Areva. C'est la France. C'est l'indépendance énergétique de la France. Monsieur Ngoz, vous vous attaquez à Areva, vous avez l'armée française. Donc finalement, cette mise en examen, c'est du mauvais côté. On aurait pu travailler sur un autopont. Je crois que les panafricanistes, nous allons continuer à lever cette affaire et à demander, à mettre sur pied un tribunal pénal, criminel, environnemental en Afrique. Il le faut fondamentalement, M. Ngoz. Si l'Afrique ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas exister. Je dis un tribunal pénal, criminel, environnemental. Il le faut fondamentalement. Parce que le sud du Nigeria, les côtes angolaises, l'Angola aujourd'hui c'est le premier producteur de brut. Ils ont doublé le Nigeria justement avec les attaques des pipelines. La production du Nigeria a beaucoup baissé. L'Algérie est en train de lancer de nouveaux permis de forage. Aujourd'hui c'est l'Angola. Et il y a un pays qui vient fort, le Mozambique. Il ne faut pas prévenir le Mozambique. Ils ont déjà des problèmes d'ordre du djihadisme. Or, quand le Frolimo se battait pour l'indépendance du Mozambique, le Mozambique n'a jamais été sous influence islamique.
d'où vient-il que subitement dans ce pays, les djihadistes ont même pris certains ports de pêche? Les djihadistes ont pris certains ports de pêche. Or, c'est devenu la véritable éponge pétrolière et gazière, un pays comme le Mozambique. Donc, il faille déjà, les majors qui vont, Exxon est déjà là-bas. Total négocie là-bas. Il y a Petronas, les Malaisiens qui sont là-bas. Les Chinois disent construire, proposent avec, je crois, 5 milliards de dollars, construire un port pétrolier. Vous voyez les vautours qui y vont? Et s'il n'y a pas ça, une instance comme ça en Afrique pour dire à tous ces majors qu'attention, vous signerez vos contrats, ceux qui vont se livrer à une pollution désordonnée, sauvage, criminelle, ça sera considéré comme un crime contre l'humanité. Voilà les enjeux, M. Ngor. Mais pendant ce temps, les Nigériens meurent. Tous les jours. C'est incroyable. Voilà pourquoi je vous dis que les gens nous écrivent. Je ne dis pas que ce sont les putschistes qui nous écrivent, ils nous écrivent qu'ils sont fâchés. Nous, on relaie l'information. Souvent, sur des chaînes comme ça, nous parlons, comme on dit en parabole, à un certain nombre de responsables. Un panafricaniste n'est pas violent. Les panafricanistes n'ont jamais pris les armes. Nous n'avons que notre parole et poser des éléments concrets, des faits qui gênent. Ça vous a coûté bien des torts sur votre carrière de journaliste, M. Ngos. On vous a connu ailleurs. Pourquoi? Pratiquement, ça s'est arrêté votre aventure. Je sais, je connais les menaces, les pressions, les intimidations que vous vivez au quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis, demandez à un pays comme le Niger. Le Niger, c'est 2400 milliards de francs CFA de budget, M. Ngos. Vous voyez un pays comme ça, si je vous donne le chiffre d'affaires d'Areva, ça va en milliards d'euros. Mais le Niger n'a pas les moyens judiciaires, politiques, de contraindre même Areva. J'ai même comme l'impression qu'il n'y a même plus de contrat. Moi, Bertrand Tata, j'ai l'impression que Areva prend et donne ce qu'elle veut quand elle veut à l'État du Niger. Et dit aux responsables politiques du Niger de premier plan, monsieur, vous la bouclez pour vous chasse du pouvoir. Parce que pour moi, il n'est pas possible dans les conditions que l'on voit là qu'il y ait un contrat. Il n'est pas possible. Parce que chaque contrat, en son sein, comporte des éléments de rupture. Vous n'avez pas un contrat où il y a un article qui explique comment le contrat peut être rompu. Mais vous, monsieur Ngos, personne bien constituée, vous dites qu'il y a un contrat dans une histoire comme ça. Pour nous, les panafricains, nous le disons, qu'il n'y a plus de contrat. La France s'est installée au Niger, elle a un dispositif militaire, elle prend, c'est une terre française. Ce nord du Niger, là, sans doute est même une enclave indépendante pour la France. Elle prend ce qu'elle veut, elle donne ce qu'elle veut à l'État du Niger, bouclez-la, fermez-la, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, voilà les enjeux. Le pauvre juge, on a cadré sa démarche. Il explique que oui, vraiment, oui, je vous condamne, mais on peut le dessaisir. Monsieur Macron, les responsables d'Areva, c'était avant, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, de cette dame-là. Il peut appeler le responsable, c'est ce qu'on appelle le 440. Il peut appeler déjeuner avec monsieur Macron et dire, écoute, le juge nous gêne, ça gêne nos affaires. Or, monsieur Macron sait que c'est ça la souveraineté énergétique française. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, voilà, je crois qu'il faut le dessaisir. Monsieur Macron peut dessaisir ce juge. Qui est ministre de la Justice aujourd'hui? C'est M. Mouriti, qui est un avocat, qui lui-même est dans des affaires judiciaires très compliquées. Il a été juge dans des affaires très compliquées. Donc, il fait ce qu'il peut, ce pauvre juge. Une enquête comme ça, vous ne jugez pas de Paris sans des éléments de fond. L'élément de fond, c'est le contrat, parce que c'est le contrat qui va dire si la sécurité de ceux-là devait être assurée, par qui, comment, dans quelles conditions, c'est le contrat. Mais comme on ne peut pas sortir une page du contrat, il faut lire le contrat. Paris demande, faites condamner ceux-là, c'est des familles, et puis on pourra faire des dédommagements sous de table, on pourra aller en cassation, toucher les juges de la Cour de cassation et voir comment régler cette histoire. Parce qu'ils sont teigneux, les juges en première instance en France. Ils sont têtus vraiment. C'est des jeunes qui sortent de l'école de magistrature, ils veulent faire leur travail. Mais sauf qu'en France, il y a une cour d'appel, il y a une cour de cassation où il y a des vieux magistrats de 30-40 ans de pratique qui, avec ce monde des affaires, s'acoquinent, se mettent ensemble, ont même ce qu'on appelle souvent des relations sexuelles et tout. Et quand ça arrive en cassation, on casse en cassation. Et puis, on renvoie dans une autre juridiction où on maîtrise l'environnement juridique. Et voilà. Et les pauvres auront quelques dédommagements. Vous donnez à un Français 1 million d'euros, il est heureux, hein, monsieur. La vie est dure là-bas. Hein. Donc, en termes de dédommagement aux familles, vous dites qu'on ne veut pas que ça s'ébrute et tout. Vous sortez des enveloppes de 1 million d'euros, puisqu'il donne 42 millions d'euros aux djihadistes. Mais s'il donne 1 million d'euros, l'affaire est circuler, il n'y a rien à voir. Mais la question de fond, c'est que ce nuage
jaune que vous dites, il partira du Niger, il arrivera au Cameroun. Donc votre santé n'est pas garantie, M. Gossadoua. Et c'est justement pourquoi nous nous battons tous les jours. Merci à vous, Bertrand Tatida, d'avoir été les nôtres ce matin. Merci beaucoup, M. Goss. Je suis très content. Merci beaucoup à vos milliards de téléspectateurs d'avoir pris de leur temps pour nous écouter. Nous continuerons à parler. On va parler. On nous dit, M. Tatida, vous parlez. Oui, on va parler. On n'a que ça comme arme. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Mesdames, messieurs, merci à vous également qui étiez devant vos petits écrans, devant vos ordinateurs, vos téléphones pour nous suivre sur notre page Facebook, Panafricaniste TV, sans oublier YouTube, Instagram et les autres. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Soyez nombreux encore à nous suivre car